Merci beaucoup, merci à l'Académie, merci à Gabriel Sedoun de cette invitation. Donc moi, effectivement, je suis neurochirurgien, je vais vous parler un peu de ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire avec l'intelligence artificielle en chirurgie du rachis. Un mot en préambule, vous avez peut-être vu passer ou lu ce livre, très bien, qui raconte en fait l'évolution du traitement de l'information au fil des âges. Et l'intelligence artificielle, c'est peut-être une des plus grandes révolutions depuis l'imprimerie de Gutenberg dans le traitement de l'information. Parce que avec on en a déjà parlé ici évidemment, mais avec l'augmentation de capacité des microprocesseurs depuis les années 1950, couplée au fait qu'on traite énormément de données, le big data, eh ben, les machines peuvent apprendre, soit avec un apprentissage dirigé, soit avec des apprentissages profonds, et implémenter des nouvelles règles. En fait, elles font des calculs assez simples, mais elles font sur un périmètre si vaste que ça échappe évidemment au travail humain, et c'est là qu'elles sont tout à fait bénéfiques. Alors, c'est une révolution technologique. Est-ce que c'est une révolution industrielle? Quand on écoute les économistes, quand ils parlent de productivité, c'est pas certain. La machine à vapeur, l'invention de l'électricité, ça a énormément augmenté la productivité de la société humaine, et ça a amélioré la vie des gens et de la population globale. La révolution numérique, l'intelligence artificielle, on n'en est pas sûr encore. En médecine, on en a parlé, c'est le service médical rendu. Est-ce que ça rend vraiment service, l'intelligence artificielle? Est-ce que ça nous aide? Est-ce que ça aide nos patients? La photo d'à côté, c'est un bloc opératoire en Afrique, en Tanzanie, à Dar es Salaam, que j'ai eu la chance de visiter la semaine dernière. Alors, on voit qu'effectivement, il y a un manque de moyens, comme vous l'imaginez, c'est un pays en voie de développement. Mais il y a deux choses qui m'ont frappé, c'est que d'une part, ils sont tout à fait au courant de ce qu'on fait en termes de technologie, en termes de technique, d'endoscopie, de mini-invasif. Moi, je parle de la neurochirurgie. Et d'autre part, ils font beaucoup avec peu, avec moins. Nous, on est toujours dans l'obligation de moyens, on veut avoir des machines en plus pour la sécurité, pour l'efficacité, on veut avoir des robots, des imageries, etc. Eux, ils sont obligés d'être dans l'économie de moyens. Et c'est pas du tout pour eux contradictoire avec l'adoption des technologies. Ils utilisent pour l'endoscopie intracrânienne des endoscopes, des fibroscopes gastriques. Mais ils inventent des nouvelles techniques avec ça. Il y a des trucs qu'ils font mieux que nous. Ils se posent la question d'acheter un casque de réalité augmentée parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un scanner repère-opératoire et de balader ce casque en l'implémentant sur des scanners pour avoir un meilleur repérage. C'est pour ça que la technologie n'est pas forcément contradictoire avec toutes les problématiques qui sont globales, de manque de moyens de nos systèmes de santé, avec par ailleurs une obligation de soins et même une qualité de soins, une exigence du soin qui est normale, qui est logique de la part des populations qui augmente. Voilà, juste un mot général. Voilà, nous, qu'est-ce qu'on fait en chirurgie? Moi, je suis chirurgien surtout du rachis, et en chirurgie du rachis, on a des patients qu'on améliore très bien avec des techniques bien établies, et des patients qui, malheureusement, que j'appelle orange, qui ont un résultat modéré, la chirurgie se passe bien, mais on ne sait pas pourquoi, ils sont un peu comme ils sont mauvais répondeurs à l'entraînement, comme le disaient nos collègues, ils sont mauvais répondeurs à la chirurgie. Ils continuent de consommer des antalgiques, ils marchent mal. Il y a vraiment deux populations qui se distinguent dans toutes les grandes cohortes, et on a essayé, nous, d'établir un algorithme prédictif en se basant à la base sur des registres, sur des dossiers, à partir de critères biologiques, radiologiques et même biopsychosociaux. On en a établi à peu près 75 en le mettant dans un système de neurones artificiels, vous voyez, donc on traite toute cette information chez toute notre cohorte de patients et on essaie de savoir si notre système prédit ou pas le caractère bon répondeur ou mauvais répondeur du patient. On a une précision de 80%. Ça, c'était une étude rétrospective. Et ensuite, ce qu'on a fait, alors nous, là, on n'est pas parti des registres, on est parti directement du patient. On l'a fait en prospectif en mettant une appli pour le patient avec un questionnaire. Donc, on est sur les PROM que vous évoquiez, c'est-à-dire les autoquestionnaires patients. Ils décrivent leurs antécédents, leur vie, leur qualité de vie. On les suit comme ça. Donc, la donnée vient directement du patient, est implémentée dans le système. Le chirurgien n'a pas grand-chose à faire. Il a une plateforme pour suivre. Et puis, on voit effectivement si le patient est classé dans l'une ou l'autre catégorie et pourquoi.
C'est-à-dire quel facteur chez lui fait qu'il sera bon ou mauvais répondeur à la chirurgie. Ça, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que ça nous apporte en termes de service médical rendu? Donc, en chirurgie du rachis, c'est pas uniquement l'objectif d'avoir une belle radio. Évidemment, l'objectif, c'est une bonne qualité de vie du patient. Ça s'évalue beaucoup avec une échelle qu'on appelle l'ODI, hein, qui est là en haut. Je ne sais pas si j'ai un laser aussi. Voilà, l'ODI. Donc, plus l'ODI est élevé, plus la qualité de vie est mauvaise, plus il souffre de ses problèmes de dos. Plus elle diminue, plus on améliore sa qualité de vie. Et c'est une échelle générique validée dans toutes les langues, enfin dans beaucoup de langues, qui permet d'établir la qualité de vie en post-opératoire. Vous voyez, on a vraiment, bon, globalement, on a la courbe bleue qui est l'amélioration globale. Heureusement, on a quand même une chirurgie qui marche un petit peu, mais on a ces deux populations qui se séparent avec les verts qui s'améliorent très bien et les oranges qui finalement stagnent à une qualité de vie qui est pas terrible. Donc notre système, il aide à prévoir ça. Il n'améliore pas la qualité de vie, mais il donne cette information. Et puis, on essaye d'implémenter, si vous voulez, ce que nous, on a là en graphique, chez le patient. C'est-à-dire que comment on le rend un petit peu visible pour le patient. Lui, il peut établir avec des petits graphes sur son portable son parcours, son évolution en termes de douleur et de qualité de vie. Et pourquoi pas avoir des conseils dédiés. Ça, c'est la prochaine étape. Pour essayer, en plus, d'avoir le niveau informatif, mais le niveau efficacité thérapeutique. Voilà. En perspective, à quoi ça sert l'intelligence artificielle? Je pense que ça nous sert quand on est sur le fil de l'arête en chirurgie. En chirurgie, on est tout le temps sur le fil de l'arête, on essaye d'être le maximum efficace avec le minimum de risque, parce que si on tombe, les conséquences peuvent être très graves. Et je pense que le but d'une prise en charge chirurgicale est de diminuer au maximum l'incertitude, de contrôler toutes les incertitudes pour diminuer le risque. L'intelligence artificielle nous apporte ça, nous apporte des informations, une connaissance du patient pour diminuer les risques. Et puis enfin, un petit mot d'un autre, alors c'est pas le rouge et le noir qu'a cité notre président, mais un autre roman d'apprentissage, on peut dire, l'autobiographie d'Albert Camus, dans Le Premier Homme. Et dans Le Premier Homme, Albert Camus, il fait parler son père, qu'il a peu connu, et le père de Camus a cette phrase, il dit « Un homme, ça s'empêche ». Et je pense qu'un chirurgien, ça s'empêche. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'outils pour faire un maximum de choses. Peut-être que justement, en diminuant le risque, en ayant plus d'informations avec le patient, on s'empêche et on évite le traumatisme chirurgical. Voilà, je vous remercie. Oui, juste une réaction par rapport à ce que tu as dit sur les pays en développement et leur attraction pour finalement la chirurgie 4.0. En fait, l'expérience prouve qu'ils sont extrêmement gourmands de cette évolution eux-mêmes. Et ils ont aussi des manières que tu as indiquées, ce qu'ils appellent l'innovation frugale. C'est-à-dire qu'avec des petits moyens, essayer de faire aussi bien que ce que nous faisons. Et il y a un exemple extraordinaire de l'intégration, en particulier des chirurgiens d'Afrique subsaharienne, avec le Rwanda, où se développe actuellement une école de chirurgie issue de Strasbourg, qui est l'IRCAD Africa, qui, d'ailleurs, on a dans la salle les représentants de Strasbourg qui sont là, et de l'IHU de Strasbourg. Et l'IRCAD Africa reprend quasiment ad intégrum ce qui se passe à Strasbourg et dans beaucoup de pays développés. Et actuellement, des équipes de collègues africains, 1500 ou plus, sont formés annuellement à l'IRCAD Africa aux technologies de la chirurgie mini-invasive avec la robotique, etc. Ça veut dire que une nouvelle génération de chirurgiens africains va être prête et elle sera considérablement aidée par l'intelligence artificielle. Et ils trouveront également des moyens nouveaux pour rendre beaucoup plus simple, moins cher, avec peut-être ce qui a été dit tout à l'heure sur le développement des algorithmes en open source. Contrairement à ce qu'on voit, c'est-à-dire que certes ils sont pas gratuits, mais ils sont déjà en open source, et on peut probablement, avec des initiatives solidaires, faire que ces algorithmes soient accessibles pour pas trop cher.
et leur permettre de faire des publications, parce que ce qui manque beaucoup aux pays en développement, c'est la capacité de décrire ce qu'ils font et de le publier. Et donc cette littérature-là, elle manque, et il faut absolument la restimuler, la faire naître. Absolument. Et ils ont tous des smartphones. Toute la population. Et ils ont tous des smartphones. Pas tous l'eau chaude, pas tous les... Donc le jump technologique, il n'a pas besoin de passer toutes les étapes de l'évolution. On passe brusquement. Oui, absolument. Et ce discours, Albert Claude, c'est une continuité avec les RICF, parce que c'était autour de la thématique de la formation avec l'IA, qui est intégrée aussi à la formation. Donc ça, on voit aussi l'intérêt de ce qu'on fait pour pouvoir aussi diffuser une bonne formation au niveau international. Et c'est un rayonnement français sur le plan international qui est très important pour nous, puisqu'on sait très bien qu'on a beaucoup de jeunes qui viennent de tous les pays pour se former en France. Et nous, en même temps, on passe dans de nombreux pays pour pouvoir former ces jeunes-là. Donc c'est aussi un outil de formation qui est important et qu'il faut considérer. Oui, je voulais faire un tout petit mot. Bon, je connais bien la Tanzanie pour plein de raisons. Mais je voulais véritablement dire que, effectivement, bon, ce qui nous arrive, on passe du téléphone fixe au smartphone. Et je veux dire qu'on n'a pas, voilà, je m'investis véritablement dans l'Académie de chirurgie sur la problématique de l'infrastructure et de ses prérequis. Parce que c'est facile, effectivement, de trouver dans la lande Maasai, avec etc., effectivement, un Maasai avec un téléphone portable. Mais je veux dire, quand on a déjà toute l'infrastructure qui est construite comme la nôtre, je veux dire, sur le plan du numérique, des voies de communication, etc., et le patchwork des systèmes d'information des hôpitaux, et que déjà on fonctionne avec ça, je veux dire, la transformation est excessivement difficile. Donc à la fois, on a ce travail merveilleux que vous faites, mais je veux dire, là, on reste quand même assez local. C'est le problème de la chirurgie 4.0 qui reste local. On fait les boucles digitales, mais maintenant il faut qu'on pense au travail fédéré, à l'intelligence artificielle et au travail collaboratif. C'est le seul, pour tous les jeunes, c'est la seule manière où on va collecter les datas qui vont nous permettre peut-être d'avoir une souveraineté sur le plan médical dont on n'est pas sûr. On est dépendant des datas et de ces systèmes, mais on risque d'être une colonie ou une franchise pour les datas médicales. Ça veut dire qu'on sera ressorti de notre capacité d'être maître de notre métier, les évaluateurs, et les évaluateurs à la fois des produits, des innovations, mais aussi les évaluateurs de nos pratiques chirurgicales. Arthur, là actuellement, on est autour du rachis. Qu'en est-il des autres organes ? Oui. Alors les autres organes, je connais moins. Moi, je connais rien. Non. Jean-Jacques c'est pour ça que j'évoquais le collègue qui parlait de répondeurs, non répondeurs, qui est en fait un modèle un peu calculé sur ce que font très bien les cancérologues maintenant avec les nouvelles thérapies, les immunothérapies. Ils établissent si un patient est bon ou mauvais répondeur en fonction de son profil métabolique, quoi, ou de biologie cellulaire. Donc l'idée, c'est de passer d'une médecine globale ou avec un traitement qui marche pour 95% des gens prouvés dans des études de cohorte à une médecine personnalisée, effectivement, avec une approche précise et prédictive par patient de la thérapie, quoi. Je pense que tu as beaucoup plus d'idées que moi en chirurgie cardio-thoracique. C'est pour la chirurgie cardio-thoracique, voilà. Mais aussi pour l'appareil locomoteur, mais aussi pour les autres organes. Oui, alors l'appareil locomoteur, par exemple, les prothèses de genoux, ils ont des t'en parleras mieux que moi, mais ils ont des problématiques similaires. Autant les prothèses de hanche, ils vont à peu près tous bien. Prothèses de genoux, il y a une série, pour en avoir discuté avec mes collègues orthopédistes, il y a une partie des patients que la prothèse est parfaitement alignée, mais ils vont pas très bien et on a du mal à les définir. Alors ça a été évoqué hier, parce qu'il y avait une partie sur la robotique des tissus durs. Ouais. Et donc il y avait plusieurs interventions sur la chirurgie du rachis, le genou, etc. Et effectivement, on a vu l'importance de la personnalisation des prothèses, par exemple de prothèses de genoux, si elles ne sont pas personnalisées et issues maintenant plutôt d'une impression 3D, adaptées personnellement à chaque type d'anatomie du genou, et finalement, le résultat qu'on attend, que les patients attendent, c'est l'oubli de la prothèse. C'est-à-dire, on m'a mis une prothèse, mais je l'ai oubliée. Et là, c'est un excellent résultat. On voit très bien que la prothèse standard, les 4 ou 5 modèles qui sont supposés s'adapter aux différentes anatomies, ne permettent pas d'apporter cette réponse-là. Et il y a un gros gap entre la différence
prothèses personnalisées et prothèses industrielles, standardisées. Donc, donc de l'IA vont sortir de nouvelles manières à la fois d'adapter le traitement avec un robot, mais en même temps d'utiliser des prothèses qui vont mieux convenir. Et c'est l'intérêt de la planification opératoire à travers l'IA. Et planification opératoire. Actuellement. Et donc là, Damien, qu'est-ce que tu en penses en fait d'intégrer Cortex MI au niveau du STAPS de Paris, et quel est le projet qu'on peut mettre en place avec Cortex MI? Bah, effectivement, quand j'ai écouté ta présentation, c'est effectivement ce vers quoi je comptais aller un peu avec cette collaboration et l'IA, c'est-à-dire arriver à toucher personnellement le patient dans son contexte spécifique, avec ses spécificités, à la fois de sévérité et de capacité à récupérer. Et donc c'est vraiment typiquement l'objectif global, et du coup on pourrait tout à fait l'intégrer dans notre projet, et je pense qu'il y aurait des liens très, très clairs à mettre en place sur les aspects cardiovasculaires. Très bien. Excellent. Ça a été discuté avec Jean-Jacques Vigneault, et c'est pour cela qu'on va avancer aussi sur l'appareil locomoteur. Oui. Les collègues qui sont venus pendant ces 2 jours et demi à travailler ensemble, on a entendu plusieurs qui sont sortis des réunions en disant mais c'est génial, grâce au contact comme ça interdisciplinaire de gens qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer, ils sont sortis avec 4 ou 5 projets pour travailler ensemble. Et donc ça, c'est la réussite d'une réunion, c'est-à-dire, bon, on sort avec l'idée qu'on va faire des choses ensemble. C'est la réussite de l'interdisciplinarité de l'Académie de chirurgie qui est toujours la lumière pour cette transversalité. On essaye, on reste très modestement. Mais quand on entend tout ce qui a été produit aussi sur la recherche avec François Richard, sur la recherche sur la nomenclature, faire sortir de la poussière grise les innovations chirurgicales et leur donner un nom, les identifier correctement. Voilà, ce travail-là est considérable. Malheureusement, voilà, il y a beaucoup de choses à faire encore. Hubert. Oui, d'abord bravo pour cette étude sur la chirurgie du rachis, parce que je pense que, outre le fait que ça change la vie des patients, de prévenir d'être frugal, ça change aussi beaucoup la vie des chirurgiens, qui n'ont pas sur le dos tous les malades qui ont des mauvais résultats. C'est-à-dire que ça permet de sélectionner. Mais je voudrais dire un mot sur l'histoire des prothèses de genoux. Moi, je ne suis pas du tout orthopédiste. Mais on a fait avec Jean-Claude un travail sur la chirurgie sur les robots des tissus mous. Les choses sont assez claires. Et on s'est dit, on va faire un truc sur les robots des tissus durs. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que on entend toujours les chirurgiens qui font les prothèses de genoux dire, bah, de toute façon, il y a 20% d'échecs. On a mis la prothèse de façon remarquable, elle est parfaitement adaptée, on a fait tout le job, c'est super et tout. Et pourtant, on a 20% d'échecs. Et on se dit, mais est-ce que les jumeaux numériques qu'on utilise sont bons ? Est-ce qu'ils ne sont pas incomplets ? Parce qu'on entend aussi des gens nous dire « Ah ben oui, mais la masse musculaire, c'est pas la même, on n'en tient pas compte. L'activité physique du patient, c'est pas la même, on n'en tient pas compte. » Et que donc, peut-être qu'on n'a pas inclus dans ces jumeaux numériques toutes ces données complémentaires qui sont plus difficiles à analyser. Et donc voilà, enfin, moi je répète, je ne suis pas du tout orthopédiste, mais l'intérêt à l'académie, c'est qu'on a une vision transversale, et donc on peut avoir un œil un peu extérieur en disant, bah, finalement, on dit, ah bah les jumeaux numériques c'est super, maintenant on va y arriver. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas exhaustif, les données ne sont pas exhaustives non plus. C'est donc qu'il y a une nouvelle culture du jumeau numérique, on a des représentations qui sont tronculaires, partielles, insuffisantes. Et donc, c'est vrai, ce que j'ai entendu moi non plus, je suis pas orthopédiste, mais c'est la représentation des masses musculaires, des ligaments, etc. Si on pense que le jumeau, c'est juste l'os, et ça ne va pas. Puisqu'on parle du parcours opératoire et puisqu'on parle aussi de l'intérêt de l'IA dans le parcours opératoire, l'infection périopératoire est importante aussi pour nous, puisqu'on sait très bien qu'un patient infecté va être encore plus à l'hôpital, la morbimortalité elle va augmenter, la durée de séjour aussi va augmenter, donc d'où l'intérêt d'avoir aussi des outils efficaces pour pouvoir détecter tout cela. Et